C'est le programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Attaque armée donc dans une usine de production de boissons à Porokhane. Des échanges de tirs entre les forces de l'ordre et les malfrats. Ces derniers ont d'ailleurs fini par prendre la fuite. Le maire de la commune invite l'État à installer une brigade de gendarmerie dans la zone. Situation à l'université Sine Saloum, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires sociales prend son bâton de pèlerin pour trouver une solution de sortie de crise. Il promet des mesures pour pouvoir régler définitivement cette affaire. Le reportage du jour s'intéresse à la santé des détenus. Comment sont-ils pris en charge? Est-ce qu'ils doivent rester en prison avec leurs conditions de santé? Élément de réponse à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Des individus armés ont fait irruption dans une usine de production de boissons à Porokhane dans la nuit du samedi. Des échanges, des tirs avec les forces de l'ordre, les assaillants ont fini par prendre la fuite. Le maire de la commune invite l'État à installer une brigade de gendarmerie afin de mieux protéger la population et l'usine qui emploie au moins 350 personnes. Sekou Diallo. Dans la nuit du vendredi au samedi vers 2h du matin, l'usine de production de boissons de Porokhane a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus armés. Entre 2h du matin et 3h du matin, des malfrats, des bandits ont escaladé le mur de l'usine de brasserie de Porokhane. Et ils sont accédés à l'usine après avoir escaladé les murs et coupé les grilles de protection. Quand ils sont rentrés là-dessus, ils ont eu à tirer sur un des gardiens, donc des préposés à la sécurité. Heureusement que sa vie n'est pas menacée. Il a subi des interventions chirurgicales à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass. La gendarmerie a été très prompte. L'irruption des assaillants a été suivie d'un échange de tirs avec les forces de défense et de sécurité rapidement mobilisées. Face à la riposte, les malfaiteurs ont finalement pris la fuite, abandonnant derrière eux une arme à feu. Ils ont essayé d'échanger des tirs et les assaillants ont pris la poudre d'escape, laissant derrière eux un fusil et un outil qui leur avait permis quand même de couper la grille de protection. Cet acte soulève de sérieuses préoccupations quant à la sécurité des infrastructures économiques du département de Nioro-du-Rip. Face à la menace, l'autorité municipale lance un appel pressant à l'État pour une collaboration accrue en matière de sécurité. La principale revendication est le renforcement immédiat des moyens de la gendarmerie dans la zone. Nous lançons un appel à l'État du Sénégal de renforcer les moyens de la gendarmerie nationale, plus particulièrement dans le département de Nioro. Selon lui, la mise en place d'une brigade permanente est la seule solution pour garantir une sécurité suffisante, protéger l'investissement productif et sauver les 350 emplois que l'usine génère pour la jeunesse de Porokhane. Je le disais en titre, situation à l'université Sine Saloum, Cheikh Ibrahim Niass, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales en sapeur-pompier, Dr Jean-Biran Ning, a rencontré les étudiants. Il annonce une batterie de mesures pour sortir de cette crise. Les étudiants saluent la démarche et réclament la reprise des chantiers de l'université à l'arrêt. Boubacar Falpop. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires Sine Saloum était à Kaffrine ce jeudi. Mam Biram Ning, qui s'est rendu tour à tour auprès du gouverneur de la région, du commandant de compagnie et du commissaire, s'est ensuite prêté à une séance de questions-réponses avec les étudiants au campus pédagogique de Kaffrine. Pour écouter leurs questions et apporter des réponses à certaines questions, ce qui peut être réglé dans le court terme le sera à la sortie de cette salle. Ce qui est déjà réglé, c'était un moment de clarification pour s'accorder. Également, pour ce qui est du moyen et du long terme, à la sortie, après cette rencontre, un plan d'action
sera mise en place. Le directeur général est également revenu sur les réformes ambitieuses envisagées. Au niveau du CROUS, nous avons imaginé une facilité pour que ces étudiants-là puissent avoir leur permis de conduire et nous avons pensé au job d'étudiant où l'étudiant aura probablement l'équivalent d'une bourse de digitaliser intégralement les différents services. Pour chaque étudiant inscrit à l'université El Hadji Ibrahima Niasse, d'avoir une puce de cet opérateur où il aura du droit à 30 gigas d'internet, il aura la possibilité d'appeler tout autre étudiant inscrit au niveau de l'USEM, souscrire tous nos étudiants à la couverture maladie universelle. Les étudiants qui parlent d'une démarche participative saluent l'initiative et rappellent quelques-unes de leurs doléances. Cet acte qui est vraiment noble de descendre sur le terrain afin de collecter tous les problèmes que les étudiants sont en train de vivre. Nous avons des problèmes de salle qui vont encore beaucoup jouer sur le retardement de nos cursus pédagogiques. Le directeur général rappelle que cette visite entre dans le cadre du calendrier des activités annuelles de son département. Boubacar Fall Pop Magal le Porokhane, la santé et la sécurité et l'eau est érigée en priorité par le comité départemental de développement des services d'État et le comité d'organisation ont d'ailleurs examiné les besoins essentiels pour assurer la réussite de l'événement. Point tout cela dans cet élément. Le comité d'organisation du Magal de Porokhane 2026, en collaboration avec les autorités, a défini ses priorités pour garantir un événement réussi et sécuriser l'approvisionnement en eau potable en quantité suffisante est désigné comme une nécessité absolue par le comité. L'hydraulique, la CNO, la Flexo, la Chifor et tous ces services-là, vraiment, ils disent qu'ils feront de leur mieux. Le seul problème qui a été posé, c'est qu'on leur a demandé la construction d'un nouveau forage de 200 mètres cubes et un château d'eau de 5000 mètres cubes. Un dispositif sécuritaire renforcé est prévu pour encadrer le déroulement du Magal. Le dispositif de l'année dernière sera reconduit avec la gendarmerie et la police. Et la ville de Porokhane étant séparée en deux zones, une zone qui sera autour du mausolée et autour de la mosquée qui sera prise en charge par les GMI et la gendarmerie qui prendra en charge les alentours. Au niveau de Nioro aussi, il y aura un dispositif sécuritaire, mais également un plan de circulation. Il faut dire que cette sécurité va se prolonger également sur les axes. Un jalonnement sur les grandes artères menant vers Porokhane, mais aussi les axes menant de Kaolack à Nioro. Sur le plan sanitaire, la prévention est de mise. Les autorités insistent sur le renforcement des dispositifs médicaux pour prévenir la propagation de maladies telles que la dengue et la fièvre de la vallée du Rift. Des maladies qui frappent à nos portes. Nous avons déjà des cas de fièvre de la vallée du Rift dans le département, des cas de dengue, mais cette maladie du pox qui frappe aussi à nos portes. Mais il faut dire que tout cela fait que le dispositif sera nécessairement renforcé sur ce plan-là. Concernant l'accès, des assouplissements sont attendus au niveau des contrôles frontaliers, mais une fermeté totale sera appliquée sur la détection et la saisie des produits prohibés. Après le passage du gouvernement devant les députés de l'Assemblée nationale pour la séance des questions et réponses, l'analyste politique Pape Amadou Fall donne son point de vue. Il salue la régularité de l'exercice et la clarté des réponses sur des sujets comme l'économie et l'enseignement supérieur. Mais Pape Amadou Fall dit ne pas comprendre la position du Premier ministre sur la situation en Guinée-Bissau. Nous l'écoutons et les joints par Khadija Nadjouf. La pérennisation de la démarche doit être d'abord saluée parce que c'est ce qui était promis aux Sénégalais. Il viendrait régulièrement avec les membres de son gouvernement pour répondre aux questions de l'actualité. Cela a été fait. Est-ce que cela a été bien fait? D'une certaine manière, on pourrait dire oui, même si certaines observations peuvent être relevées. Les réponses données aux Sénégalais par rapport à la cherté de la vie, à l'économie, de manière très large, l'enseignement supérieur, tout ceci a été bien entendu, bien noté. Est-ce que ça satisfait les attentes? Je pense qu'il nous faudra encore observer et attendre quelques jours par rapport à les annonces qui ont été faites et de fortes annonces qui pourraient améliorer la situation des Sénégalais. Il faut relever que le dérapage qui a été bien noté et qui concerne la question de la Guinée-Bissau, je pense qu'il y a eu un dérapage. La confusion d'euros que l'on dénonce
Parce que quand il va empiéter sur les plates-bandes du président de la République concernant les questions diplomatiques, ceci ne s'y est pas. Et maintenant, il y a également la question de la dette. De grands économistes sénégalais, voire du monde entier même, disent qu'il n'y a pas de dette cachée. Lui insiste ici, ou plutôt persiste ici, quant à cet aspect, parce que c'est lui qui avait dit qu'il y a une dette cachée au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile par rapport à la situation de la dette. Est-ce qu'il y a dette cachée? Il n'y a pas de dette cachée. Il faudrait que l'on puisse voir le dossier Mazars pour en savoir davantage. À la vérité, il n'y a pas de question de 1000 milliards. Il y a eu une erreur d'interprétation très forte. Lui-même s'est rectifié. Je pense que sur d'autres questions également, il pourrait se rectifier, mais on reste à l'écoute par rapport à tout ça. Le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines annonce une baisse de 10% du prix de l'électricité à partir de janvier 2026. SOS Consommateurs salue la mesure. Pour le vice-président de l'association. Les ménages vont être soulagés après sa mise en œuvre. Il s'appelle El Hadj Siré Balé Diallo. Il est vice-président de SOS Consommateurs. Nous l'écoutons. En tant que consuméristes, nous ne faisons que vraiment demain comme on dit. Mais bon, nous sommes dans un pays où les promesses ont toujours été faites, mais cette fois-ci, je crois que ce serait la bonne. D'autant plus que c'était, si je puis dire, un de leurs slogans, politiques, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que voyez-vous, c'est pas seulement les prix des denrées de première consommation qui étaient en train vraiment de peser sur les populations, sur les consommateurs. Il y avait l'eau, il y avait l'électricité. Et nous, au niveau des SOS consommateurs, on s'est toujours battu pour dire que, pour décrire la façon même de calculer de Sénélec. Après, il y a eu la commission de régulation de l'électricité qui a agi en notre faveur, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, si on va revoir les grilles tarifaires, bon, attendons de voir, comme je dis. Attendons de voir. Donc, nous faisons que nous en féliciter en espérant toujours avoir mieux. Parce que, voyez-vous, quand il y a baisse d'électricité, il y a également hausse sur la consommation et ça se répercute sur le plan économique. Atelier interrégional de partage d'expériences et de collaboration en matière de gouvernance foncière à l'initiative de la FAO. La Sierra Leone, la Colombie et le Sénégal au cœur du projet. Il s'agit de renforcer des plateformes multi-acteurs pour la gestion équitable du foncier. Muntaga Khan et Mamoudouba nous en disent plus. La gestion équitable du foncier et une politique efficace pour l'accès à la terre des populations restent les défis majeurs de la FAO et de ses partenaires. On croit vraiment dans la gestion multi-acteurs du foncier et dans la gestion équitable, surtout sur les questions de genre, par exemple, ou pour des gens, pour améliorer l'accès à la terre. Donc, l'apport que la FAO, c'est un apport en matière de politique foncière et d'études de cas de différents pays. Et donc, on espère que ce partage d'expériences entre les trois pays, en tant qu'ils sont très différents, peuvent enrichir la compréhension des défis, mais aussi des solutions qu'on peut apporter dans la gestion du foncier. Elle nous fait savoir que le choix du Sénégal, de la Sierra Leone et de la Colombie n'est pas fortuit. Donc je pense que l'ouverture que les trois pays, le Sénégal, la Sierra Leone et la Colombie, ils ont démontré par rapport à la gestion participative de la terre et du foncier, c'est vraiment un succès qu'il faut partager. L'accès à la terre des femmes et des jeunes est un défi primordial, incontournable pour un processus de développement. Il y a toujours un défi qui est lié à l'accès à la terre des femmes, par exemple. Il y a des défis qui sont liés à l'accès à la terre des jeunes, parce que les jeunes peuvent rester et investir dans les fonciers, sans partir forcément du terrain.
Les experts de la FAO jugent les lois existantes globalement satisfaisantes, mais ils pointent un obstacle majeur, leur mise en œuvre. Le renforcement des capacités des acteurs impliqués reste, selon eux, une priorité absolue pour garantir une gouvernance foncière réellement équitable. Les élèves du CM, des pionniers du syndicalisme africain, peuvent, eux, pousser un ouf de soulagement après l'inauguration de 8 salles de classe. Un projet porté par l'association des parents d'élèves de l'établissement, un terrain de sport multifonctionnel, a également été réceptionné. Les habitants de la zone demandent l'érection d'un lycée dans les zones des HLM. Babacar Seck. Le CM, des pionniers du syndicalisme africain de Rufisque, s'est enrichi de 8 nouvelles salles de classe grâce à un partenariat avec la fondation espagnole Plateau. Aujourd'hui, après une étude et une proposition des anciens, donc de pouvoir réaliser ce que vous avez vu ici. C'est la deuxième phase qui est là, parce que si vous vous rappelez, l'année dernière, nous avions eu à inaugurer ce bâtiment derrière moi, donc qui fait 8 classes. Aujourd'hui, on vient d'inaugurer donc 4 salles de classe, plus une salle réservée à un bureau pour le principal et sa secrétaire. Donc, en plus de cela, vous avez vu, nous avons également inauguré avec donc, la présence du ministre des Sports, donc ce terrain multifonctionnel, donc qui est pratiquement unique à Rufisque. Les populations espèrent un lycée car la zone en est dépourvue. Et là, au niveau de la commune de Rufisque-Ouest, nous avons besoin de lycée. Et partant de là, aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec cette budget qui vient d'être réalisée, de pouvoir ériger ce CM en lycée ultérieurement. Partenaire de l'établissement, le directeur administratif et financier de la zone AGET espère que les autres APIE vont s'inspirer du CM pionnier. Effectivement, quand on est rufisquois et un citoyen sénégalais, donc notre devoir aussi c'est pouvoir donc tout le temps répondre à l'appel de solidarité. Et c'est normal, quand le principal était dans des difficultés, donc je pense que c'était la première personne à venir lui appuyer, lui apporter donc une aide par rapport à ces besoins-là, qui étaient là, ponctuels. Donc tout ça, c'était juste un geste que j'avais fait. Et c'est pour cela aussi, je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir voir ici l'école par rapport à l'avancée en termes d'infrastructure. Pour rappel, Haridjem Gueye, ministre de la Jeunesse et des Sports, était présente à la livraison du terrain de sport multifonctionnel du CM, des pionniers du syndicalisme africain. La filière Madan Casamance fait face à une demande croissante alors que la production est estimée à 3000 tonnes par an, pourtant insuffisante. Les acteurs du secteur alertent sur la faible capacité de transformation, 5% de la récolte. Ils appellent à une structuration renforcée de la chaîne de valeur pour répondre aux enjeux économiques et environnementaux. Voici les explications de Pape Daïrou Kanouté. Il est directeur exécutif de l'ONG ETDS. Il est avec Hassanba et Daouda Sambou. Parce qu'il faut savoir que c'est une interprofession qui couvre les 3 régions. Et aujourd'hui, l'association compte 81 PME de transformation et 25 groupes de cueilleurs pour un total de 4000 membres. Donc ça, entre 2019 et aujourd'hui, il fallait le faire. Donc l'enregistrement a été effectué en 2024. Pour le moment, peut-être c'est tôt d'évaluer au plan de l'impact économique, mais on a aujourd'hui des signaux qui montrent ou qui peuvent montrer aujourd'hui un bon avenir pour le MAD de Casamance, dans le sens où le MAD de Casamance aujourd'hui bénéficie d'une très grande réputation au niveau national et au niveau international. Il y a une demande croissante sur le produit, parce que le produit aujourd'hui est un produit de qualité. Récemment, l'association a signé des conventions assez importantes en termes de partenariats commerciaux au niveau de Dakar, sans faire de publicité, avec de grands groupes au niveau de Dakar, mais aussi à l'international avec une organisation, une entreprise, Afrique Bridge, qui va représenter l'indication géographique du MAD de Casamance dans toute l'Europe. Donc ça veut dire que vraiment, pour vraiment dire, il y a un succès qui est là.
Maintenant, il y a des défis. Les défis, c'est répondre à cette demande-là. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est à moins de 4% de transformation du MAD. Sur tous les produits en Casamance, on est à moins de 5%. Donc, ce qui veut dire qu'il faut augmenter les capacités de production et là aussi, nous y travaillons. Vous savez, le MAD, comme c'est un produit de cueillette, ce n'est pas un produit cultivé comme la banane où on peut dire voilà le nombre de parcelles, voilà les quantités. C'est de la cueillette. Aujourd'hui, on tourne autour de 3000 tonnes en frais. 3000 tonnes sur toute la Casamance, 3000 tonnes de MAD cueillis par année. Sur ces 3000 tonnes, sont transformés, comme je disais tout à l'heure, 4%. Donc il faut aujourd'hui augmenter ces capacités de production et aller de 4-5% à 20% au moins de transformation à l'horizon 2030. Le reportage du jour s'intéresse à la santé des détenus. Comment sont-ils pris en charge? Doivent-ils rester en prison? Pour certains citoyens, l'État doit mettre en œuvre ou doit tout mettre en œuvre pour garantir un accès aux soins aux détenus, s'il le faut, leur permettre de se soigner en dehors des maisons d'arrêt, bien sûr, avec toute la surveillance requise. Catherine Sigandou-Rebasso. Dans les établissements pénitentiaires, de nombreux détenus affrontent une réalité souvent ignorée du grand public. Lorsqu'ils tombent malades, obtenir des soins relève bien souvent d'un véritable parcours du combattant. Pour cet homme, quelles que soient les fautes commises par un individu, celui-ci conserve un droit fondamental, celui d'être soigné lorsqu'il est malade. Quand c'est un enfant, on peut amener dans les champs pour qu'il cultive et avoir de l'argent comme à Forbé. Les prisons sont surchargées. C'est pour cela que Senghor avait abandonné comme pénal et Forbé. Pour ce jeune homme, même privé de liberté, ces personnes restent des êtres humains, des citoyens qui méritent le même respect que ceux qui sont dehors. Quand tu emprisonnes une personne, tu dois au moins le traiter comme l'être humain qu'il est. Il y a des choses à éviter. Ceux qui gèrent les prisons doivent assister les prisonniers malades et les amener à l'hôpital. Une fois là-bas, on pourra déterminer si son état est grave ou pas. Pour ces derniers, l'État doit accorder une attention particulière aux prisonniers, garantir leur prise en charge médicale et protéger leur dignité, car derrière les barreaux, ce sont d'abord des vies humaines. L'État doit se tourner vers les prisonniers. Ils sont aussi des êtres humains malgré leurs erreurs. Il y a des personnes qu'on emprisonne par erreur, donc l'État doit chercher au moins de les aider. En plus, les prisons sont surpeuplées. L'actualité récente l'a encore démontré. Le cas de Farbangom, comme celui de l'épouse de Madiambal Diagne, relance le débat sur la santé en milieu carcéral. Leur situation rappelle que, quelles que soient les accusations, la dignité humaine et l'accès aux soins ne devraient jamais être négociables. L'actualité internationale, Maro Sissoko Embalo a quitté Dakar, désormais ex-président de la Guinée-Bissau, a donc rejoint le Congo-Brazzaville. Maro Sissoko Embalo, qui a donc rejoint le Congo-Brazzaville, lui qui a quitté Dakar après son passage éclair dans la capitale sénégalaise. Maro Sissoko Embalo, victime d'un coup d'État il y a de cela 72 heures, avait été exfiltré en compagnie de la délégation de la CEDEAO. Il est désormais en Congo-Brazzaville. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.